Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, accident sur la route de Porokhane. Le bilan s'alourdit avec 9 personnes tuées. Les 7 ont perdu la vie à la suite d'une collision entre un car Ndiaganya et un bus en provenance de Keur Aïb. Justice, fin de plaidoirie pour les avocats de Khalifa Sall au 19e et dernier jour du procès. Les avocats de la défense insistent sur le caractère éminemment politique de ce procès. Ils demandent la relaxe des prévenus de l'affaire de la caisse d'avance. Le dossier du jour consacré à la baisse de l'indice de fécondité au Sénégal. Il est à moins 5 enfants par femme en âge de procréer, révèle l'ANSD. Un résultat obtenu grâce au succès de la planification au Sénégal d'après les spécialistes. Décès d'Amadou Mbaye Loum, un de ses anciens compagnons de guerre sur les théâtres d'opération. Salue, je cite, la mémoire d'un commando. Les regrets du journaliste Demba Ndiaye à suivre dans cette édition. Sport, fortune diverse pour les 2 clubs sénégalais participant aux compétitions africaines. La bonne nouvelle d'abord, c'est la qualification de Génération Foot au 2e tour des préliminaires de la Ligue des Champions grâce à son match nul 0 but partout en Égypte face à Misr Al-Makassa. En Coupe CAF, Mbour Petite Côte est éliminé par RS Berkane du Maroc. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. La journée d'hier a été macabre sur les routes qui mènent à Porokhane. Au total, 9 personnes ont perdu la vie, hormis le décès du motard. 8 autres individus sont décédés suite à une collision entre un car Ndiaganya et un bus. 5 passagers sont morts sur le coup. Vous avez suivi les explications du préfet de Nioro dans nos éditions Wolof. Il s'appelle Malik Ndao. Consommation, le service de contrôle économique de Dagana mène une opération de grande envergure dans les marchés de Rosso Sénégal et de Richard Toll. Résultat, il a saisi au moins 171 sacs d'oignons et 28 sacs de pommes de terre frauduleux. Des pratiques qui nuisent à l'économie sénégalaise d'après le chef de service économique à Dagano. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous avons été informés de la présence sur les différents marchés de Dagana d'une grande quantité d'oignons et de pommes de terre introduites irrégulièrement sur le territoire départemental de Dagana. Munis de cette information, nous avons décidé de mener une opération sur les différents marchés, à savoir Richard Toll, Rosso et Rosso Sénégal, Rosso Béthio, qui s'est soldé par la saisie de plus de 4 tonnes d'oignons et 8 sacs de pommes de terre. L'opération s'est poursuivie jusqu'à ce lundi. Donc plus de 20 contrevenants ont été convoqués pour avoir enfreint les mesures de gel. Les mesures de gel ont été effectives, je vous le rappelle, depuis le 25 et le 29 février 2018. Donc ces pratiques sapent les efforts de l'État visant à accompagner les producteurs locaux dans les filières oignons et pommes de terre. Donc les contrevenants vont déférer à la convocation et ils seront sanctionnés au regard de la loi 6648 du 27 mai 1966 réglementant le contrôle des produits. Très souvent confrontés à ces problèmes, d'autant que nous sommes sur une zone frontalière. On a des frontières avec la Mauritanie très larges, ce qui favorise un peu l'entrée irrégulière de ces produits par différents points de passage. Paralysie du système éducatif, les Sénégalais se prononcent sur les nombreux plans d'action des syndicats d'enseignants. Vous le savez, ces derniers réclament à l'État le respect des accords signés en 2014. Ces citoyens interrogés reconnaissent aux enseignants le droit d'aller en grève. Seulement, ils les invitent à revoir la stratégie micro-trottoir réalisée par Aminata Mbaresso. Je demande que le gouvernement aide les enfants aussi pour étudier, parce qu'il y a des gens qui se savent que les enfants aujourd'hui vont étudier, demain ils ne vont pas étudier. Ça aussi, les enseignants aussi ils sont en train de travailler pour aider leurs enfants, pour d'habitude avant que les enfants vont venir demain aussi. La grève est un droit
reconnu au Sénégal. Donc les enseignants sont bien dans leur droit d'aller en grève. Mais quand même, il faut qu'ils soient un peu plus cléments à l'endroit du gouvernement sénégalais. C'est vrai, le gouvernement n'a pas encore respecté l'ensemble des accords qu'il a signés avec eux depuis 2014. Mais il faut qu'il pense également à ces milliers d'enfants qui fréquentent l'école publique sénégalaise. L'éducation, c'est l'avenir de tout un pays. Bon, pour la grève des enseignants, bon, peut-être ils ont leur raison, comme ils ont intérêt aussi à avoir la compréhension. Étant donné que pour moi, je me disais qu'ils étaient des élèves et ils apprenaient. Maintenant, une fois ce qu'ils ont, je préfère vraiment qu'ils aient compréhension à nos fils et surtout pour leur avenir. Je vous le disais en titre, dernier jour de plaidoirie pour les avocats de Khalifa Sall. Ils demandent la relaxe des poursuites contre leurs clients. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Ibou Diouf. Bonsoir. Oui, vous suivez pour nous ce procès. Apparemment, le juge tient à tout boucler aujourd'hui. Voilà, comme vous l'avez dit, donc les plaidoiries continuent et depuis ce matin, les avocats de la défense se sont succédés. Que ce matin, donc, c'était au tour de maître Seydou Diagne d'intervenir et dans ses propos, l'avocat a parlé d'un procès politique dont le dossier est programmé selon lui, suffisant pour lui demander au procureur de rester avocat des populations. Il demande, lui, le renvoi des fins de la poursuite pour maître Demba Ciré Bathily. Lui, il précise qu'aucune preuve de détournement n'a été articulée dans ce dossier. Lui, il parle d'allégations tout au long donc de ce procès. Pour maître Mbaye Sène, avocat lui aussi de la défense, il demande l'annulation de la procédure. Il a même, lui, joué à une petite comparaison entre le président Macky Sall et son prédécesseur. Pour maître Mbaye Sène, il parle de son président Abdoulaye Wade, un vrai gentleman. Et dans l'après-midi, Chérif, les plaidoiries ont donc continué. Mais c'était au tour de maître Hassimi Touré, avocat de la défense et par ailleurs frère de l'un des inculpés, Mbaye Touré, ancien DAF de la mairie de Dakar. Sa sortie donc a émis l'assistance parce que tout simplement il a incité sur des événements douloureux qui ont ponctué le vécu donc de la famille de Mbaye Touré lors de son incarcération. Et pour Amadou Clédorli, l'utilisation des fonds de la mairie de Dakar a été faite à des fins sociopolitiques et sécuritaires. L'avocat demande au juge un acte de courage, une phrase qui n'a pas du tout plu aux juges, qui préfèrent un acte de vérité. Et c'était au tour de maître François Sarr qui a fait sa plaidoirie. Donc l'avocat abonné dans le même sens. Lui, il parle d'un procès politique et de pure manœuvre donc pour déstabiliser un adversaire politique qui est Khalifa Sall. À ce moment où je vous parle, donc, Chérif, c'est au tour de l'avocat camerounais Jackson Kamga donc, qui fait sa plaidoirie. On peut également noter la présence d'éminents hommes politiques tels que Abdoulaye Elimane Kane. Il y avait également Moussa Tine, Idrissa Diallo, Cherkey, Mamadou Lamine Diallo, mais également Malik Gakou, également de nombreux sympathisants et militants qui sont donc venus pour apporter le soutien au maire de Dakar. Donc, autre information, donc ils étaient nombreux ce soir, et les forces de sécurité étaient même obligées donc de bloquer l'allée pour permettre à la séance de continuer correctement, Chérif. Merci beaucoup Ibou Diouf qui suit pour nous ce procès dont c'est le dernier jour. Nous restons toujours dans cette affaire Khalifa Sall. Vous l'avez dit, un de ses avocats a plaidé la relaxe de Khalifa Sall et compagnie. Il s'agit de maître Hassimi Touré qui parle d'un procès, je cite, éminemment politique. J'ai proposé à ce que ce corps prestigieux de contrôle des inspecteurs généraux d'État qui sont à la base des poursuites actuelles connaissent une réforme profonde. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un président de la République, chef de parti, ait à sa disposition un corps de contrôle qu'il peut instruire de contrôler à tout moment et dont les conclusions et les recommandations relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Il a
en face de lui un concurrent ou bien un potentiel candidat à l'élection présidentielle, il peut activer ce levier pour dire que nous sommes à quelques encablures des élections, de l'élection présidentielle, et que je vais fouiller dans la caisse ou bien dans les affaires de la ville de Dakar. On a essayé de maquiller en disant que d'autres communes ont été fouillées. Pikine, Guédiawaye, Kaolack, si je ne m'abuse. Mais en réalité, c'était pour mettre la forme, pour nous dire que c'était une reddition des comptes. Ce n'est pas une reddition des comptes, c'est un combat politique. Idrissa Seck abonde dans le même sens de Porokhane où il effectue une visite. Le leader de Rewmi accuse le président Macky Sall de vouloir éliminer tous les potentiels candidats à la présidentielle de 2019. Il répond aux questions de nos envoyés spéciaux à Porokhane, Mohamed Jodiop et Talla Samb. Ce que je voudrais en dire, c'est que je suis attristé que le président de la République utilise l'institution judiciaire pour combattre et écraser des adversaires politiques. Le procès Khalifa Sall est un procès politique parce que le décret qui a mis fin au mode de fonctionnement de la caisse d'avance depuis son institution est un décret qui porte sa signature. Donc il ne pouvait pas l'ignorer et ce décret date de 2004. Donc entre 2004 et maintenant, pourquoi Macky Sall n'a jamais soulevé de problème? Et pourquoi seulement maintenant, au moment où Khalifa Sall manifeste son ambition présidentielle? Et je pense qu'un tel comportement visant à détruire des leaders politiques qui auraient pu servir le pays, servir le continent, ça c'est une démarche tout à fait inacceptable. Si vous prenez le cas du président Abdoulaye Wade, aujourd'hui l'Afrique et le Sénégal sont privés de son talent diplomatique et de son envergure et de toute sa flamboyance. Aujourd'hui, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO, ni l'UEMOA, ni l'ONU ne font appel à lui, du seul fait du traitement que lui réserve Macky Sall. Je trouve ça indigne. Pour ce qui concerne Khalifa Sall, c'est pareil. C'est le maire de la capitale. C'est un maire qui est connu par tous les autres maires du monde, et en particulier les maires francophones. À un moment où la coopération décentralisée est un pilier essentiel de la diplomatie, on l'écrase et on prive l'ensemble des communes, sa capitale et même les autres communes de son apport. Voilà. Et j'en profite pour conclure, pour rappeler ce qu'un vieux sage Peul m'avait dit et que j'ai rappelé au président. Malheureusement, vous n'avez pas insisté là-dessus, mais c'est essentiel. Il avait dit qu'un bon chef, un vrai chef, doit porter deux noms. Tonyeha, celui qui ne fait pas outrage, qui ne fait pas offense aux autres, et Yop Tatako, celui qui ne se venge pas, qui ne cherche pas à écraser les gens. Révision exceptionnelle des listes électorales du 1er mars au 30 avril. L'opposition exige la transparence, surtout au niveau des commissions mobiles. Mayoro Faye, chargé de communication du Parti démocratique sénégalais, souligne que l'opération n'a rien de spécial, alors qu'Ousmane Badiane de la mouvance présidentielle parle d'un timing correct. Il espère également que l'opposition ne va pas cette fois-ci boycotter les travaux de commission. Reportage d'Issa Prera. Les images sont signées Mohamed Dien. Le décret est tombé du 1er mars au 30 avril 2018. La commission va effectuer une révision exceptionnelle des listes électorales. Pour l'opposition, cette opération n'a rien de particulier. Mayoro Faye estime que ce sera peut-être une occasion pour les tenants du pouvoir de corriger toutes les imperfections notées dans ce fichier. Du point de vue de la majorité, le timing de cette opération de révision exceptionnelle est à saluer. Ousmane Badiane pense que cela permettra de respecter correctement toutes les phases du processus électoral. Non, il n'y a rien à attendre de cette révision exceptionnelle. Ça a toujours été le cas. Depuis toujours, le Sénégal a fonctionné comme ça. Maintenant, à chaque fois qu'un régime procédait à une révision de cette nature, s'assurer que les préalables étaient déjà réglés. C'est-à-dire une situation normale du fichier électoral et une situation normale de l'impression et de la distribution des cartes électeurs
d'ailleurs. Moi, je pense que ce sera l'occasion peut-être pour le régime de se rectifier, hein, et de prendre une bonne fois pour toutes l'intention de faire dérouler les choses normalement. C'est une bonne chose que cette période soit fixée dès maintenant, parce que vous savez, dans le processus électoral, il y a la chaîne des différentes opérations électorales. Il y a d'abord la période de la révision des listes. Après, suit la période de la publication provisoire des listes. Durant cette période, il y a la phase contentieuse, c'est-à-dire la phase où les citoyens qui sont omis ou qui pèsent des erreurs sur la carte saisissent le président du tribunal d'instance. Le tribunal d'instance, c'est l'ancien tribunal départemental. Ensuite, il y a la phase de la consolidation du fichier jusqu'à la phase définitive d'édition des listes. Autre inquiétude soulevée par Mayoro Faye, la question des commissions de révision mobiles, mais aussi la présence des partis d'opposition dans cette commission de révision. Ousmane Badiane, lui, espère que les citoyens iront s'inscrire massivement, mais le plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar dans la commission pense que l'opposition a l'habitude de boycotter et d'avoir des postures négatives, alors que ces révisions sont d'abord et surtout l'affaire des partis politiques. Nous pensons également qu'il n'y aurait pas de commission mobile, hein, qui, il y a quelque temps, était retrouvée dans des lieux privés, notamment dans des permanences et dans des domiciles de membres de l'APR. Nous pensons que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas et que les commissions de révision permettront aux partis de l'opposition et à la société civile de siéger correctement et qu'ils nous feront entre-temps le point de la situation des cartes d'électeurs au Sénégal globalement, parce qu'au sortir des législatives, il y a eu beaucoup de protestations et de contestations, il y a eu beaucoup de contentieux qui n'ont pas été vidés, et cela prouve que l'intention du régime de Macky Sall n'est pas encore bonne par rapport à la gestion du fichier électoral et des listes électorales, mais particulièrement également de la gestion des cartes électeurs. Les Sénégalais ne peuvent plus accepter qu'on leur confisque leurs cartes. Je pense qu'ils doivent se diriger résolument vers la distribution correcte et complète des cartes aux Sénégalais qui ne demandent que cela parce que c'est un droit citoyen. Super, on y va en voilà. C'est bon. Nous devons avoir un consensus, pas seulement sur le fichier, mais surtout le processus électoral. L'opposition a la fâcheuse habitude, chaque fois qu'il y a élection, au lieu de se mettre à la tâche citoyenne pour faire inscrire les gens ne sont pas conséquents sur ce plan-là. Et que donc, le processus électoral, c'est l'affaire d'abord des partis qui concourent à l'expression des suffrages. Donc, chaque parti, chaque acteur politique a un rôle à jouer. Et dans ce travail-là, c'est un travail de tous. Maintenant, l'opposition, parfois, est sur des positions très négatives. Révision exceptionnelle des listes électorales, l'opposition répond oui, mais indique qu'il y a d'abord des préalables à cette opération. Il faut, selon Mayoro Faye, remettre les cartes d'électeurs en souffrance à leurs propriétaires. Plus de 2 500 000 estime l'opposant. Il pense aussi qu'une autre commission différente de celle qui s'occupe des révisions doit être mise en place pour une bonne distribution des cartes. L'État du Sénégal doit verser une somme d'1,1 milliard de francs CFA aux collectivités locales abritant des sociétés minières. Et parmi ces collectivités locales, on peut citer Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss et Mboro dans la région de Thiès. Ces fonds n'ont pas été reversés à ces collectivités locales depuis 2010, selon le rapport ITIE, publié Ce que vous payez. Il a même organisé un forum sur le local content à l'intention des populations impactées par ces industries. Nous suivons le compte rendu de nos correspondants à Thiès. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Ce forum a regroupé l'ensemble des acteurs communautaires de Darou Khoudoss, Mboro, Taïba Ndiaye et Diogo. Ces localités abritent des entreprises minières. L'exploitation des ressources naturelles engendre des frustrations et parfois des conflits en raison de la mauvaise redistribution des revenus. Selon les coordonnateurs de l'antenne régionale, publié Ce que vous payez à Thiès, les populations impactées ne bénéficient toujours pas des retombées positives. Ces localités qui abritent ces sites miniers, gaziers ou pétroliers vivent les
externalités négatives. Le cas de Thiès, c'est la première région minière du Sénégal, en termes d'implantation, mais aussi en termes de contribution. Le dernier rapport ITE de 2016, la contribution de la région de Thiès s'élève à 40 milliards. Et l'ensemble de ces fonds cumulés de 2010 à 2015 aujourd'hui, pour toute la région de Thiès, je dis bien, c'est 1,10 milliard. Donc ça pose problème. Et cet arrêté a été publié. Mais ces fonds, depuis 2010, n'ont pas été reversés aux collectivités locales. Voilà le paradoxe. Un fonds d'appui au développement local est mis en place par l'État, mais selon Abdou Aziz Diop, l'application pose toujours problème. Une entreprise qui fait 200 milliards de chiffre d'affaires doit reverser à la commune qui abrite le site minier 1 milliard. Et ça, le fonds d'appui au développement local aussi est une disposition pertinente du nouveau code minier, mais jusqu'à présent, l'arrêté aussi n'a pas été pris. Trouver une solution à ces difficultés, les populations réfléchissent sur des alternatives. Tout ce que nous demandons, c'est l'application des textes. Nous attendons aussi que le contenu local, en termes d'emploi aussi, que ça soit vraiment matérialisé. Le réseau demande aux industries minières de promouvoir la formation qualifiante, l'employabilité et l'appui à l'insertion des jeunes. Vétusté des locaux abritant les services de l'État dans les régions, le gouvernement dépasse entre 1 milliard et 2 de francs CFA pour la réhabilitation de ces bâtiments. C'est ce qu'a fait savoir le directeur du patrimoine bâti de l'État. C'est la raison pour laquelle les autorités sont résolues à réduire le coût du loyer des services de l'État dans ces régions, par exemple par la construction de nouvelles gouvernances à Kaolack et à Fatick depuis 2015. Selon notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé. Cet imposant bâtiment flambant neuf est illustrateur des premiers résultats de l'engagement du gouvernement qui s'était décidé depuis 2015 à travers la direction du patrimoine bâti à rénover et à réhabiliter les différents abris des services de l'État qui pour la plupart étaient logés dans des maisons conventionnées. En 2015, nous avons initié des tournées régionales parce que l'un de nos projets, l'un de nos axes stratégiques, c'était de remettre l'entretien au centre des activités du patrimoine bâti, l'entretien des bâtiments. Et nous sommes venus à Kaolack, nous avons trouvé ce bâtiment qui était un bâtiment en rez-de-chaussée, un bâtiment historique colonial très beau qui a été abandonné et même squatté. Et nous avons pris l'initiative de le démolir, de le reconstruire à l'identique en mettant un étage supérieur et de le remettre à la disposition des services de l'État. Ce bâtiment d'un coût global de 200 millions de francs CFA implanté devant la préfecture de Kaolack compte plus d'une vingtaine de pièces et va concentrer donc plusieurs services. Donc aujourd'hui, 2 ans après, vous voyez, le bâtiment a été réalisé. Il compte 24 pièces, il comptait 5 pièces, maintenant il compte 24 pièces. Et la satisfaction, c'est que le bâtiment va permettre d'héberger des services qui nous coûtaient 50 millions de loyers par an. Un certain nombre de services. Donc ça va permettre à l'État de faire des économies. Et c'est un principe que nous appliquons partout, dans chaque région. Nous allons tout de suite à Kaffrine. Nous le faisons aussi à Saint-Louis. Nous allons le faire à Ziguinchor cette année. Et pour la nouvelle année, il y a aussi des projets à Tambacounda, Kédougou, Matam. En croire le directeur du patrimoine bâti, dans cette logique de rénovation des locaux abritant les services de l'État, le gouvernement du Sénégal débloque au moins 1 milliard de francs CFA chaque année pour les remettre tous à neuf afin de réduire, voire mettre définitivement fin donc à la location. Agriculture, les habitants de la zone de Bundu Sambou, située dans le département de Médina Yoro Fula, région de Kolda, souffrent du mauvais déroulement de la campagne de commercialisation arachidière. Ils bradent les produits à moins de 150 francs CFA le kilogramme. C'est la raison pour laquelle ils ont formulé des prières afin qu'ils ne vivent plus cette situation. Correspondance à Kolda, Abdoulaye Diallo. Situé à quelques encablures de la frontière entre le Sénégal et la Gambie dans le département de Médina Yoro Fula, les habitants de la zone de Bundu Sambou décrivent les difficultés de la campagne de commercialisation de l'arachide. Pour eux, cette année, il n'y a pas eu de campagne de commercialisation, ce qui les a amenés à brader leurs arachides à moins de 150 francs le kilogramme. Au moment où nous vous parlons, nos arachides sont stockés dans nos domiciles. Nous les bradons petit à petit dans le marché noir, surtout au niveau de notre frontière où nous vivons. Là, on ne peut même pas trouver à qui revendre des arachides à 210 francs le kilogramme. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à vendre à 100 francs le kilo au premier venu, rien que pour ne pas perdre tous ces efforts. Comme vous le savez, nous vivons dans une frontière où nous avons 2 monnaies, le franc CFA et le dalasi. Si un acheteur se présente avec le dalasi, nous lui livrons
nos arachides et après, si tu convertis le montant avec lequel il a acheté tes graines, tu te retrouves avec moins de 150 francs le kilogramme. En résumé, je vous dis que nous sommes très fatigués en toute franchise et cela est valable dans tout le département de Médina Yoro Foulah où nous ne sentons pas tellement la main de l'État. Leur cérémonie religieuse a été un temps fort pour ces communautés à formuler des prières en faveur d'une paix définitive en Casamance, mais aussi pour que plus jamais une pareille campagne de commercialisation de l'arachide ne se reproduise au Sénégal. La dite cérémonie a eu lieu en présence de Serigne Sidi Mohamed Tidiane Sy Ibn Abdul Aziz de la famille de Tivaouane, qui les a promis d'être leur interprète auprès des autorités centrales. De notre côté, à la limite de nos possibilités, nous allons vous aider, surtout en communiquant vos doléances à qui de droit. Et prions ensemble pour que ces difficultés soient de vieux souvenirs dans la zone. Mais sachez d'avance que l'État ne peut pas tout faire. L'enclavement et les difficultés d'accès à l'eau potable, aux soins de santé et à l'électricité sont parmi les doléances de ces populations qui ne comptent que sur l'agriculture pour vivre. Santé à présent, le Sénégal se dote d'un nouveau centre des opérations d'urgence sanitaire. Son coût est estimé à 2 millions de dollars. Il est financé par l'Agence américaine de la défense pour la réduction des menaces. Un bâtiment ultra moderne situé dans le périmètre de l'hôpital Fann de Dakar. Il a été inauguré ce matin par le président de la République Macky Sall, compte rendu Mame Biram Diouf, Youssou Baro. Fruit de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis, créé le 1er décembre 2014 par arrêté ministériel, le centre est fonctionnel sous l'impulsion du ministère de la Santé après les enseignements tirés de la gestion de la maladie Ebola. Il joue un rôle dans la prévention, la détection et la réponse aux urgences. La réalisation de ce centre, nous le savons, répond à l'impératif de renforcer nos capacités pour faire face aux épidémies et aux maladies infectieuses émergentes, mais aussi pour faire face à toutes sortes de menaces, qu'elles soient d'origine biologique ou chimique. Construit sur près de 1500 m² et financé à hauteur de 2 millions de dollars par l'Agence américaine de la défense pour la réduction des menaces. L'ambassadeur des États-Unis à Dakar de rappeler que ce centre est l'aboutissement du premier grand projet de construction réalisé par le DETRA au Sénégal. Elle entretient en outre une relation de travail très forte avec le ministère de la Santé autour des questions relevant du programme de sécurité sanitaire mondial connu sous le sigle GHSA. À ce jour, DITRA a organisé plusieurs activités de formation et exercices axés sur le renforcement des capacités et des compétences locales. Au nom du peuple sénégalais, je vous demande également de transmettre mes remerciements au président des États-Unis, au gouvernement et au peuple américain pour cet important outil qui n'est qu'une phase de notre dynamique coopération bilatérale, mais qui renforce notre système de santé. Un budget de maintenance devra aussi être trouvé pour accompagner ce centre. Je vous le disais en titre, le dossier du jour porte sur la baisse de l'indice de fécondité au Sénégal. Vous le savez, notre pays est descendu de la barre de la moyenne de 5 enfants par femme en âge de procréer. C'est du moins ce que révèle l'enquête démographique réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui annonce un chiffre de 4,7 enfants par femme pour les spécialistes en santé de la reproduction et les citoyens interrogés par nos reporters. Ces résultats sont obtenus grâce à la réussite de la politique d'espacement des naissances appliquée au Sénégal. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye ont signé le dossier. Nagay Diouf est mariée, mère de 2 enfants. La ménagère ne compte pas limiter ses naissances. Tout comme Nogay, cette célibataire a bien un objectif en termes de fécondité. Mais ça dépend de la famille. Parce qu'il y a des familles qui ont un taux de fécondité en baisse au Sénégal, 4 enfants en moyenne au niveau national, 3 enfants par femme dans la capitale. Cette sage-femme analyse.
quand on calcule le ratio de population 15-64 ans, qui a en charge l'autre pan de la population 0-14 ans et plus de 65 ans, nous voyons qu'il y a un ratio énorme et que la population qui peut prendre en charge cette population non active, elle est plus importante. Baisse progressive, promotion de la planification familiale, automatisation des femmes, autant de raisons. Nous avons la baisse de la mortalité maternelle et infantile. Nous avons aussi une promotion de la planification familiale qui a fait ses effets. L'autre point social, c'est que nous avons assisté à l'autonomisation des femmes. Cette autonomisation des femmes fait que ces femmes ont des activités génératrices de revenus qui leur permettent aujourd'hui de s'occuper autant de leurs maris que de leurs enfants. L'Agence nationale de la démographie relève quelques disparités dans l'étude des variations liées à la scolarisation pour ce spécialiste en communication qui s'intéresse actuellement à la santé de la reproduction. Tout est question de responsabilité. Le recul de l'âge du mariage des jeunes, c'est une chose. Ensuite, le besoin, surtout en milieu urbain, de contrôler la fécondité des femmes. Si la famille en profite, mieux vaut avoir 3 enfants en bonne santé, bien éduqués, que 10 enfants dont tu ne peux pas t'occuper. En septembre 2017, la ANSD estimait la baisse de la fécondité en dessous de 5 enfants par femme. Aujourd'hui, la baisse est encore significative. Le Sénégal imiterait-il les pays occidentaux en matière de limitation des naissances? En tout cas, les chiffres portent à le croire. Le Magal de Porokhane sera célébré ce jeudi, mais c'est déjà l'effervescence dans la cité de Mame Diarra Bousso. Le mausolée de la mère de Serigne Touba ne désemplit pas. Il est pris d'assaut par les nombreux fidèles venus participer à cet événement. Pour rappel, le Magal de cette année a un caractère particulier en ce qu'il coïncide avec le khalifa de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, par ailleurs khalife de Porokhane. Reportage de nos envoyés spéciaux dans la cité de Mame Diarra Bousso, Paparanying Diafaraba. Porokhane, un lieu de prière, point de convergence de tous les talibés mourides. Ils viennent un peu partout pour honorer Sokhna Mame Diarra Bousso, une référence pour toutes les femmes musulmanes. Sokhna Diarra, une femme exemplaire. Toutes les femmes du monde devraient copier sur tout ce qu'elle a fait. Elle était une femme pieuse. Toutes ces personnes qui viennent se recueillir devant son mausolée se rendent compte de sa sainteté. C'est pour cela que j'ai quitté Touba pour venir célébrer le Magal de Porokhane. Elle était l'exemple parfait d'une femme musulmane. Je prie également pour le nouveau calife Serigne Mountakha Bassirou, un véritable homme de Dieu. Le cachet particulier de l'événement est aussi à l'ordre du jour. Les mourides se réjouissent de l'accession de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké au Khilafa. La particularité, c'est que justement le guide religieux, le fils de Serigne Bassirou Mbacké, Serigne Mountakha Mbacké, qui a l'habitude d'accueillir ici les fidèles. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas parler de Darou Minam parce que c'est lui qui représente les talibés de Darou Minam est devenu le khalife général de tous les mourides. Hommes, femmes, fidèles de tous bords viennent se recueillir au mausolée de la sainte femme Sokhna Mame Diarra Bousso pour un Sénégal prospère. Qu'Allah augmente ses bienfaits à l'au-delà. Comme vous le savez, les chrétiens observent le carême depuis une semaine, mais une question est sur toutes les lèvres. Est-il facile de jeûner 40 jours en choisissant un seul repas au quotidien? Question posée au curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff et aux paroissiens. Voici leur réponse dans ce reportage de Aïssatou Païfal et Pape Sangwanebay. Période de solidarité, temps de pénitence, 40 jours de jeûne. Ce jeûne est prescrit pour tous ceux qui ont entre 14 ans et 59 ans. Et justement, appelle le croyant à ne prendre qu'un seul repas de la journée.
Cette privation, abbé, comment la vivez-vous? Personnellement, j'ai pris l'option de jeûner les mercredis et les vendredis, donc du temps de carême, et au-delà même du temps de carême de l'année. Je n'ai pas de plat préféré et je vais du principe aussi, une fois de plus, que le carême en soi, ou plutôt le jeûne, la privation que nous faisons pendant ce temps de carême, devrait être orienté davantage vers les pauvres et les démunis. Et bon nombre de chrétiens le font. Ils jeûnent tout au long du temps de carême. À l'instar de ce paroissien de Saint-Paul. Je jeûne tous les jours, du lundi au samedi, sauf le dimanche qui est considéré comme le jour du Seigneur. Mais bon, je jeûne tous les jours, bien sûr. Le soir, je mange à partir de 20h jusqu'à 21h30. Après, bon, je reste jusqu'au lendemain 20h. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger le soir? Oui, mais bon, moi personnellement je mange léger. Après avoir pris mon thé, je prends un sandwich et 30 minutes après, bon, ça dépend, je mange des fruits, mais j'aime pas trop manger le soir. Donc ce qui fait, c'est pas trop difficile pour moi. D'accord. Et la journée, vous arrivez à tenir? La preuve, je vous souris, donc ça veut dire que je tiens très bien même, au contraire. Et ce qu'il faut sans doute ajouter, c'est que le carême a ses exigences côté habillement. Ça devrait être le vécu de tout croyant, de pouvoir être correct devant Dieu, autant qu'on l'aurait été si on devait aller rencontrer le président Macky Sall. Il est fortement recommandé de faire un retour à Dieu, de se convertir. Le carême impose une métanoïa, c'est-à-dire un changement radical de mentalité. Côté prêche, il y a aussi certaines règles à observer. Le temps de carême et le temps de l'Avent sont dévolus à la couleur violette, la couleur mauve. Le temps ordinaire, donc, c'est la couleur verte. Le temps des martyrs et de certaines célébrations, comme les célébrations à l'Esprit Saint, la Pentecôte par exemple, ou bien le Vendredi Saint ou le Dimanche des Rameaux, sont donc affectés à la couleur rouge. Durant 40 jours, nos amis chrétiens vont se priver et suivre les recommandations prescrites pour l'acceptation de leur jeûne. C'est un commando qui s'en est allé laissant orphelin son ancien compagnon de guerre sur les combats en tant que reporter. Ainsi parle Demba Ndiaye au sujet de la mort de Amadou Mbayloum survenue hier, selon l'ancien reporter à Sud FM, qui évoque également une grosse perte et également ses regrets. Voici le reportage de Adi Atala. Facebook, un ami commun qui annonçait que Mbayloum est décédé aujourd'hui à l'hôpital. Et voilà, je crois que nous tous on passe par là. Une voix empreinte d'émotion et de regret. Ce compagnon de guerre du défunt Amadou Mbayloum s'est senti lâché au moment où il s'y attendait le moins. C'est presque comme si on avait honte, on part tous sur la pointe des pieds. Je dis, il y a 10 jours, il m'appelle avec sa voix rocailleuse et machin. Commando salopard, mais tu étais où là? Tu as disparu, il faut qu'on se voit. J'ai quelque chose de très important à dire. J'ai dit, bon, ok, on se reprend contact. C'était il y a 10 jours. C'est la même chose qui m'est arrivé avec Amédou Dia aussi, qui m'avait appelé 10 jours avant aussi. Bon, voilà, et on regarde tout le monde partir sur la pointe du pied. Qu'est-ce que tu veux faire? Entre Demba Ndiaye et le défunt Amadou Mbayloum, qui s'appelait mutuellement Commando, c'est une complicité grâce à l'intérêt qu'ils accordent aux questions militaires et celles de la paix. On s'appelait Commando pour des raisons évidentes quand on connaît l'un et l'autre. Reporter, spécialisé plus ou moins dans les conflits, moi un peu moins, mais plutôt dans le conflit casamancé, notamment du côté des rebelles. Et quand on se rencontrait à Ziguinchor, ou quand on partait ensemble à Ziguinchor, chacun allait dans la journée de son côté, et quand on rentrait le soir, il me racontait ses sorties avec l'armée, et moi mes rencontres dans la forêt, etc. Donc on était quasiment, disons, on se complétait de ce point de vue-là. Et je crois que dans une autre vie, s'il n'avait pas été journaliste, il aurait été militaire. Mbayloum est profondément patriote. De l'avis de l'ancien reporter de Sud Quotidien et actuel administrateur du journal Les Sentinelles, le défunt, animé sur le plan professionnel de courage, était d'une sobriété et d'une humilité
et qui le plaçait au-dessus de la mêlée. Il vouait un amour et un respect pour l'armée qui est extraordinaire, peut-être même plus que certains militaires qui sont engagés et qui ont des armes. C'était ça un peu Amadou Mbaye-Loum, et quand il parlait de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu, qu'on ne pourra jamais retranscrire, ni encore moins parler à la télévision, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les militaires, ils sont comme toi et moi. Ils ont la trouille, ils ont peur, ils peuvent avoir peur, ils peuvent douter. Ils ont peur de la mort, ils ont peur d'être blessés, ils ont peur d'être estropiés, etc., etc. Et tout ça, quand tu les connais un peu, quand il y a des confidences qu'on te fait, tu réalises un peu. Le défunt mérite un hommage à la hauteur de sa dimension, pour service rendu à la presse en particulier et à la nation en général. C'est l'avis de Demba Ndiaye qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit du défunt, qui sera inhumé ce jeudi au cimetière de Yoff. Comme vous le dites, Adia, donc la levée du corps du commandant, comme l'appelle également Demba Ndiaye, est prévue demain à 9h à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Nous prions pour le repos de son âme. En sport, Football Ligue africaine des champions Génération Foot obtient la qualification au deuxième tour. Les académiciens champions du Sénégal sont allés obtenir le match nul vierge en Égypte face à l'équipe de Misr Al-Makassa. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial au Caire, Cheikh Tidiane Diaw, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Dia. L'équipe de Denis Bilanda l'a fait. Oui, elle l'a fait, donc en difficulté quand même. Parce que cette équipe de Génération Foot aujourd'hui a montré des vertus insoupçonnées, des vertus qu'on ne connaissait pas du tout au Sénégal, puisqu'elle a quand même beaucoup subi face à une équipe égyptienne qui ont roulé, mais les académiciens n'ont pas, ils ont verrouillé, ne concédant que très peu d'occasions. Mais quand même une prestation défensive époustouflante parce que quand même, c'est ce que je viens de vous dire, cette équipe n'avait pas l'habitude de défendre, mais c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui et elle l'a très très bien fait et elle s'en sort avec une qualification historique pour le prochain tour. Ils devront certainement rencontrer l'équipe de Oroya de Guinée qui avait fait pratiquement le travail au match aller. Mais là, je suis avec le président Madi Touré qui est à côté de moi. Alors Madi, aujourd'hui, une qualification historique pour Génération Foot. Oui, c'est une qualification historique pour le football sénégalais. On est tous fiers, très contents pour les joueurs, les staffs et toutes les personnes de près et de loin qui nous ont soutenus. En tout cas, ça me va droit au cœur aujourd'hui vraiment de cette qualification. Donc, de toute façon, c'était l'objectif premier de gagner cette première manche. Ça a été fait. Maintenant, il faudra se préparer pour le deuxième tour. Mais avant de parler de deuxième tour, on va se focaliser dès dimanche contre Strasbourg. Vous venez d'entendre le président Madi Touré qui réagissait donc à cette qualification. Cette équipe de Génération Foot qui va rentrer dès cette nuit aux alentours de 4h du matin. Elle va quitter le Caire pour venir préparer le prochain match de championnat. Donc, félicitations à cette équipe qui a réussi donc cette prouesse d'éliminer une équipe égyptienne très très joueuse. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. On vous souhaite un bon retour. Féliciter également l'équipe de Génération Foot en Coupe CAF. L'équipe également de la Petite Côte, Mbour Petite Côte, est éliminée par l'équipe marocaine de RSB Berkane. Malgré son match nul, 1 but partout. Pour rappel, à l'aller, l'équipe de Mbour Petite Côte était battue sur le score de 2 buts à 1. Il fallait juste marquer et ne pas encaisser pour espérer une qualification. Nos encouragements à l'équipe de Mbour Petite Côte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.